Voilà, normalement, c'est lancé. Hop. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Rencontre Impro sur les métiers de la sécurité. Donc, on va démarrer. Donc, je suis Magali Pentier, directrice de l'EPSI, École d'ingénierie informatique, et je serai accompagnée par Thibaut Arzur. Thibaut, si tu veux te présenter rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous, Thibaut Arzur, donc de l'école Sup de Vinci, ingénierie des systèmes d'information à Rennes. Bienvenue à vous et merci d'être présent. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir deux professionnels experts de la sécurité. Merci à vous deux d'être présents. Donc, Ronan Corollaire, qui est... alors, vous êtes directeur des équipes ingénierie sécurité chez Orange Cyberdéfense. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter Bonjour à tous. Donc, Ronan Corollaire. Comme le disait Magali, donc je suis le responsable des équipes ingénierie sécurité pour tout ce qui est offre vers nos clients, donc le B2B, business to business. On fait un petit peu d'activité sur de l'interne, mais nous, notre cœur de métier, c'est rendre des services managés pour nos clients. Donc, la cible, c'est des entreprises qui n'ont pas les capacités ou les connaissances en interne pour gérer tout ou partie de leur sécurité. On vient leur fournir des services de sécurité que l'on pilote pour eux de bout en bout. Et plus spécifiquement dans mon équipe, c'est de créer ces offres basées sur les technologies du marché et de les packager pour pouvoir les opérer pour nos clients pendant la durée du contrat. Alors nous, on est plutôt sur des temps longs. On s'associe avec des entreprises pour délivrer du service pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en fonction de les besoins. Donc réellement, apporter cette compétence sécurité à nos clients qui n'ont pas forcément la totalité de ce qu'il faut, que ce soit en compétences ou en force de travail, pour gérer leur sécurité. Puis c'est un domaine qui évolue très très vite, donc les entreprises n'ont pas forcément ça dans leur cœur de métier, et donc nous on vient les accompagner sur tout ce qui est service sécurité. Merci. Alors, Brice Simon, vous êtes ingénieur sécurité chez Cogital by Neosoft. De votre côté, vous avez un parcours assez différent de Monsieur Corollaire. On y reviendra un petit peu plus en détail par la suite. Mais déjà, dans un premier temps, je vous laisse également vous présenter. Alors, Brice Simon, je suis lead audit conseil et réponse à incident pour Cogital et j'interviens également à la SSI de Neosoft. Du coup, je suis un peu double casquette. L'idée de Cogital, pour se concentrer plutôt sur cette partie-là, puisque c'est vraiment celle qui s'oriente vers les clients, ça rejoint un petit peu ce que Ronan a pu présenter, c'est-à-dire qu'on intervient pour des clients qui n'ont pas forcément les compétences internes pour répondre à des problématiques cyber. Que ce soit des tests d'intrusion pour savoir où ils en sont au niveau de la sécurité, et aussi jusqu'au modèle MSSP où on va les accompagner sur différentes problématiques, principalement liées à la détection et à la réponse sur incident. En tout cas, ça, c'est ma partie. Donc voilà, le gros problème aujourd'hui, effectivement, c'est que la cybersécurité va très vite. Il y a plus en plus de besoins qui sont poussés soit par les cyberassurances, soit par des besoins réels de défense, et les compétences des équipes ne sont pas forcément là, ou alors elles ne sont pas suffisamment staffées pour pouvoir y répondre. Et c'est là où on rentre en jeu, c'est de les accompagner, faire preuve de conseil, et puis aussi parfois, malheureusement, d'être l'épaule sur laquelle le client peut se reposer quand vraiment c'est parti un peu trop loin des problématiques. Et ça arrive de plus en plus souvent. Alors, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions directement sur le chat à nos invités. Monsieur Corollaire, dites-moi comment on en devient directeur des équipes chez Orange. Quel est votre parcours? Oui, je peux vous le décrire. Alors, je pars du début. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un parcours scolaire qui passe pas par une école d'ingénieur, donc c'est un petit peu atypique dans notre milieu. Je suis passé par l'UT de Saint-Malo, télécom et réseau. 2 ans, à l'époque c'était 2 ans les UT, et j'ai pu poursuivre sur un institut universitaire professionnalisé, donc à l'époque IUP, je crois que ça a été complètement renommé,
Suite à ça, je n'avais pas une envie particulière de continuer à poursuivre mes études et donc j'ai cherché du travail en 2001. Et à l'époque, déjà, j'étais intéressé par la sécurité informatique. J'ai intégré une SS2I et j'ai postulé sur un poste déjà chez Orange, enfin à l'époque c'était Equant, pour travailler sur le support des offres sécurité qui étaient pilotées par Equant à l'époque. Donc mes premières armes ont été dans la sécurité informatique en tant qu'expert support. J'ai fait ça pendant 2 ans. Suite à ça, j'ai eu une proposition d'évoluer, alors toujours au sein des équipes sécurité, mais plus pour être sur la partie build, donc tout ce qui est mettre en place les infrastructures sécurité pour les clients. Et j'ai pu faire ça pendant 3 ans. Donc voilà, mon début de carrière était déjà dans la sécurité. Suite à ça, j'ai souhaité évoluer. Voilà, après 5 ans dans la sécurité, j'ai voulu élargir mes compétences, voir d'autres choses. Je suis passé sur des équipes ingénierie, donc plus conception d'offres, sur tout ce qui était à l'époque, donc là c'était dans les années 2006, tout ce qui était création, enfin tout ce qui était monde du proxy, du reverse proxy, tout ce qui était aussi tout ce qu'on appelle CDN, donc comment on met à disposition des utilisateurs locaux, par exemple de la vidéo. À l'époque, les réseaux n'étaient pas encore assez puissants et assez bien fournis en bande passante pour permettre de donner de la vidéo en live à tout le monde dans les entreprises. Donc ça a été aussi un de nos axes de travail. Suite à ça, j'ai continué à changer de travail et j'ai voulu changer un petit peu de branche à nouveau. Alors là, je suis parti côté Orange et j'ai été consultant dans tout ce qui était optimisation de réseau. Donc là, c'est dans les années 2008. Pareil, des problèmes de bande passante. Et j'étais aussi orienté sur la partie internationale. Les réseaux coûtaient très très cher à l'époque. La bande passante coûtait très très cher. Donc comment permettre au réseau d'absorber les nouvelles fonctionnalités qu'il y avait à l'époque, donc la voix, la vidéo, et surtout maîtriser la latence dans des contextes internationaux où les fournisseurs de réseau étaient différents et interconnectés, et où la latence avait un impact important parce que forcément l'Australie qui doit communiquer avec la France, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 2 ans et demi. Donc, tout ce qui est optimisation réseau. Il y avait aussi un autre axe qui était très important pour nos clients, il faut bien le voir, c'est toujours une approche qui est assez complète, c'est que les DSI avaient beaucoup de mal à justifier la croissance des réseaux, et donc forcément du coût. Et donc ils avaient besoin d'accompagnement pour venir justifier ce coût. Et via l'optimisation des réseaux, on avait une capacité très précise de mettre en visibilité des clients et des décideurs en quoi le réseau était utilisé. Suite à ça, j'ai décidé de me pencher vers le management et j'ai repris la gestion d'une équipe au début d'une dizaine de personnes sur tout ce qui était stockage et backup, donc à la fin 2010. Donc c'était des domaines qui coûtaient très très cher à l'époque. Heureusement, c'est des choses qui ont été banalisées parce que c'était très impressionnant. Tous les dossiers qu'on faisait pour nos clients étaient en millions d'euros, juste en investissement matériel et software. Et j'avais jamais vu ça. Et puis ça a évolué. J'ai pris la responsabilité de périmètre LAN, de périmètre virtualisation, serveur, etc., etc. Arrivé en 2018, j'avais besoin d'air, de changer, de me renouveler, d'avoir des nouveaux challenges. Et j'ai repris une équipe ingénierie sécurité. Donc retour, après quasiment, je ne sais plus combien, 14 ans, retour à la sécurité. Sur une équipe qui devait aider à faire une transformation vers le cloud public. Donc en 2018, on était assez en retard, on faisait très très peu de choses sur AWS, sur Azure. Et donc il fallait transformer nos offres et nos compétences sécurité pour intégrer ces nouveaux périmètres et en tirer bien sûr les substantifiques moelles, toute la valeur. Moins d'un an, 9 mois plus tard, mon patron de l'époque a décidé de changer d'activité et coup de chance, j'ai postulé sur son poste et c'est moi qui ai été pris. Donc depuis 2020, oui, je crois 2019. Depuis fin 2019, je gère donc les équipes d'ingénierie sécurité. Donc c'est 5 équipes. Ça représente 110 personnes, 80 en France et à peu près une trentaine de personnes en Égypte. Et donc on fait de la conception d'offres de sécurité dans plein de domaines, que ce soit la sécurité périmétrique, la base souvent sur laquelle on s'appuie, donc tout ce qui va être firewall, antivirus, IPS, IDS, si je jargonne, n'hésitez pas, pour aller jusqu'à tout ce qui va être cyberdéfense, tout ce qui est gestion de la menace,
avec des offres SIEM, de l'automatisation, du développement. Et accompagner une grande tendance qui n'a pas commencé il y a 3 ans, mais qui a commencé un peu avant, c'est on fait de plus en plus de développement pour s'adapter au SI client et adapter le service que l'on rend à nos clients. Et aussi, parce que nous aussi, on a du mal à recruter, automatiser un maximum de choses. Donc, ce qui est bien pour nos experts, c'est que plus on automatise, moins ils font des choses qui sont répétitives et plus ils peuvent se concentrer sur les choses où ça demande de l'expérience, de l'intelligence, de trouver des solutions et pas de faire des configurations sans fin de toujours la même chose. Puis ça nous permet aussi de gagner beaucoup de temps pour amener les solutions à nos clients. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai été clair. N'hésitez pas à poser des questions. Un parcours assez riche et puis sur pas forcément différents domaines, mais moi, ce que je vois en tout cas, c'est un parcours avec le côté sécurité, puis après opérationnel dans pas mal de domaines qui font qu'aujourd'hui, il y a une expertise qui est large et qui permet en tout cas d'avoir ces fonctions aujourd'hui et en tout cas l'expérience terrain également. Alors Brice, le parcours est un peu différent. Je vais te laisser la parole. Tout à fait. Alors moi, mon parcours est un peu plus chaotique. Disons que je suis passionné d'informatique depuis tout petit. À 14 ans, vers les 14 ans, j'ai installé mon premier Linux. Évidemment, en supprimant le système et les données qui étaient sur le poste où j'ai voulu installer Linux. Bon, ça arrive. J'ai pu récupérer les données grâce à un collègue qui m'a expliqué comment récupérer les données depuis un disque dur effacé. C'était assez fun à l'époque et ça m'a tout de suite explosé l'esprit et j'ai adoré. C'était vraiment une vraie passion. Néanmoins, j'ai jamais voulu faire de l'informatique. En tout cas, à ce moment-là, je voulais pas faire de l'informatique, c'était ma passion. Donc, je me suis vautré en médecine après le bac S, vautré en physique-chimie, lamentablement, et je suis parti faire des études technico-commerciales. Où là, ça s'est plutôt bien passé. J'ai commencé à vendre des outils, etc., de l'électroportatif, donc rien à voir avec l'informatique, mais je continuais ma passion à côté, bidouiller, etc. Les choses font que du coup, j'ai rencontré un peu de changement dans la vie et puis pour suivre ce changement, je suis parti finalement en Angleterre pour faire le chef cuistot, où j'ai cuisiné pas mal de temps et à bout d'un moment, je me suis dit j'ai quand même vraiment envie de faire de l'informatique finalement, c'est une passion, mais je vais prendre le risque d'en faire mon métier. Et je suis retourné en France où j'ai fait une formation du coup à l'ENI, où j'ai pas mal été accompagné, où j'ai découvert des gens formidables, où on m'a mis aussi en contact avec, parce que j'étais un vrai passionné, un vrai fou, un zébulon, j'allais dans tous les sens. On m'a appris un peu à me cadrer, mais on m'a aussi présenté des communautés open source et de hacking assez extraordinaires où tous les matins ou tous les soirs, je bossais dessus, je bossais avec et j'apprenais des choses, comment fonctionnaient les systèmes. Et là, ma passion est devenue encore plus forte. J'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise après, pendant mon alternance en Bac+4, où on m'a laissé toute la place et il n'y avait pas de sécurité en place. Et on m'a dit, vas-y, avec les moyens du bord, débrouille-toi pour faire une sécurité à peu près potable. C'est ce que j'ai réussi. Je pense qu'il y a quelques trucs qu'aujourd'hui, avec l'expérience, j'aurais fait différemment, mais en tout cas, ça marchait bien et je me suis vraiment éclaté. Et après mon bac+5, en fait, j'étais surtout reconnu comme ingénieur Linux, en fait, sur mes compétences Linux, parce que j'ai maintenu du système d'exploitation Linux, j'avais un remix de Fedora sous la main, etc., etc. Et je me suis dit, j'ai 3 mois, je regarde mon compte bancaire, j'ai 3 mois pour tenir et trouver un boulot en cybersécurité. Et pendant 3 mois, j'ai cravaché, j'ai appelé, j'ai posé mon CV partout pour trouver un boulot. On me proposait des boulots d'ingénieur Linux, pas forcément en sécurité. Et à l'époque, en fait, quand on posait du sécurité, c'est soit on avait fait la bonne école, soit on avait des super scores sur RootMe, etc. Aujourd'hui, c'est un peu évolué ce sens-là, mais j'ai eu la chance de rencontrer Neosoft et rencontrer Orange, puisque j'ai fait mes premières armes. En fait, j'ai été embauché chez Neosoft pour travailler chez Orange. Et à la sortie d'école, j'ai travaillé en tant que security manager avec Salah, si tu dois connaître Ronan. C'est Salah qui m'a fait rentrer chez Orange la première fois. Et voilà, j'ai fait quelques temps comme ça en ESN, où j'ai travaillé pour Orange en tant que security manager. Après un peu de temps, je suis parti faire du SOC au niveau 3 pour créer des règles
pour du secteur bancaire. Et puis j'ai rejoint, en fait, Cogital a été racheté par Neosoft et j'ai rejoint Cogital en tant que consultant à ce moment-là, où j'ai commencé toute la partie thèse d'intrusion, créer l'offre thèse d'intrusion, audit. Donc voilà, ça a commencé à grossir, on a commencé à avoir des équipes, j'ai commencé à former des gens en interne, et puis jusqu'à donner aujourd'hui en fait le rachat par exemple de Konix par Neosoft, qui fait qu'on va avoir une belle équipe de cyber, et on va commencer à aller au-delà de juste de l'audit et des prestations petit à petit, et on vient s'attaquer à des gros costauds comme Orange, et on se retrouve régulièrement sur les appels d'offres l'un contre l'autre, malgré les offres qui sont différentes ou les façons de faire qui sont différentes, aussi différentes par rapport à la taille. On a des enjeux qui doivent se faire. Renan parlait d'automatisation. Aujourd'hui, on parle d'automatisation et de semi-automatisation. Et ça, c'est un des gros enjeux sur lesquels on n'intervient pas forcément en tant que MSSP, donc en accompagnement durable sur un client, hein, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces termes-là. Mais on a toujours une problématique, c'est qu'on a de plus en plus d'équipements de sécurité, on a de plus en plus d'attaques, on a de plus en plus de choses à regarder, notamment avec le cloud, etc., avec l'ouverture sur le monde. On ne peut plus protéger aussi bien les œufs de son panier. Et du coup, il y a cette idée d'automatisation. L'idée est simple. Quand on a trop d'alertes, c'est comme pour les hôpitaux, on a des alertes qui sonnent tout le temps. On a ce qu'on appelle la désensibilisation aux alertes. Ouais, t'inquiète, ce bouton-là, il sonne tout le temps. Le petit gif que j'ai envoyé tout à l'heure, là, la poubelle qui brûle dans l'eau inondée, tout est bien. En fait, c'est pour beaucoup d'entreprises, c'est encore le cas. C'est-à-dire que tout va bien parce qu'ils se font pirater tous les jours, mais ils n'en sont pas confiance. Donc, ils en ont pas conscience. Du coup, tout va bien, je vois rien. Et voilà. Donc aujourd'hui, je regrette clairement pas d'avoir fait le choix de m'être mis en difficulté pour trouver un boulot en cybersécurité, d'avoir fait le choix de changer de vie, parce que clairement, j'ai aujourd'hui un métier où je ne m'ennuie pas. Alors, attention, c'est un métier où on s'ennuie jamais. Et ça peut être très épuisant si on n'est pas prêt à gérer la partie stress, etc. Mais non, c'est un boulot épanouissant, on se réinvente tous les jours. Je pense qu'on reviendra un peu plus sur les qualités pour advenir à des postes intéressants, ou en tout cas travailler en cybersécurité. Voilà. Merci Brice. Magali, je me permets 2 petites minutes pour une première question, et c'est une super transition donc pour ce que tu viens de dire, Brice, en l'occurrence. Mais ma question va s'adresser à vous deux, donc Ronan, Brice. Question de Isabelle Olivero. Quelles sont les qualités personnelles, humaines et techniques qu'il faut avoir pour exercer un métier en informatique cyber? Alors, selon vous. Alors, vaste sujet. Vas-y, Brice. Ok. En fait, ça dépend. Il y a différentes qualités. Les métiers de la cybersécurité, c'est comme le bâtiment. Il y a un gars qui doit être expert en plomberie, il y en a un autre qui doit être expert en électricité, il y en a un autre qui doit être l'architecte pour savoir où on va mettre tout ça. Donc, en fait, les qualités ne sont pas facilement identifiables pour l'ensemble des positions ou des postes ou des activités de la cybersécurité. La rigueur en fait partie. Je pense qu'il faut pouvoir être rigoureux, parce que si on ne l'est pas, on n'arrive pas à retrouver les choses, où on mélange les infos, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'une bonne résistance au stress est importante. Dans n'importe quel milieu de la cybersécurité, on peut se prendre un truc sur le coin du nez. Et si on n'est pas prêt à gérer, et je vais être franc, hein, si on n'est pas prêt à gérer la merde avec un stress qui vient au-dessus, c'est même pas la peine d'y aller. D'accord ? Il faut aimer les problèmes. Faut déjà, je pense qu'une des compétences, c'est aimer les problèmes. Et que ce soit de la cybersécurité ou de l'informatique en général, il faut aimer ça. Et par contre, par rapport à la cybersécurité, gérer son stress ou savoir gérer son stress, en tout cas le canaliser, est important. Après, ça dépend les niveaux. Suivant le niveau, on ne prend pas la même dose de stress, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui va vous faire prendre, oui ou non, les bonnes décisions. Savoir canaliser le stress et savoir le transformer. Après, il faut être très curieux. Je vais laisser Ronan compléter, mais je pense que c'est des bases. Alors, revenir sur le stress, oui. Alors, tous les postes ne sont pas aussi stressants, hein, forcément, être aux opérations et avoir un client qui est impacté, dont le métier est coupé. Hein, forcément, il y a un stress qui arrive, hein, parce que forcément,
on essaie de se battre pour nos clients, il faut que ça marche. Maintenant, après, il y a plein de méthodologies qui amènent bien sûr de l'expérience, une méthodologie pour gérer ce stress, hein. Les gens ne sont pas dans le rouge en permanence. Il y a des petites périodes de stress, mais on sait les accompagner. Et puis, on essaye aussi de travailler en équipe pour que justement ce stress soit réparti sur l'équipe et que tout le monde prenne ça en charge. Management inclus. Je reviendrai sur ton dernier point, la curiosité, je suis entièrement d'accord. C'est un des éléments fondamentaux pour travailler dans la sécurité informatique. Les choses évoluent très vite. C'est enthousiasmant pour ceux qui aiment ça. On ne peut pas s'ennuyer tellement il y a de nouveautés, tellement il y a de nouveaux besoins, de nouveaux concepts, de nouvelles manières de faire. Donc je dirais que pour durer, en tout cas dans le temps, dans la sécurité, la curiosité, je te rejoins complètement, Brice, c'est un point stratégique. Si vous n'aimez pas ça, si vous n'êtes pas curieux de ça, bah forcément c'est dur de suivre, c'est dur de se mettre à jour, c'est dur de continuer à avancer parce que les technologies sont à la mode. Ce qui était à la mode il y a 3 ans ne l'est plus du tout maintenant. Ce qu'il sera dans 3 ans, on n'en a aucune idée. Alors bien sûr, il y a des pistes, mais qu'est-ce qui va réellement prendre une part importante chez nos clients? C'est vraiment quelque chose qui est très très difficile à anticiper, donc il faut s'intéresser à tout. Donc pour ceux qui sont curieux et ceux qui n'ont jamais envie de s'ennuyer et qui peuvent justement se projeter, se dire voilà, jamais je ne m'ennuierai, jamais je resterai sur mes acquis, toujours j'aurai des choses à apprendre. C'est vraiment un super domaine. Et si vous êtes comme moi, un de mes principaux moteurs, c'est l'ennui. Moi, il n'y a rien de mieux pour me faire bouger que de m'ennuyer. Donc, c'est un super domaine à ce niveau-là. Forcément, un petit peu d'aisance technique, mais ça vient naturellement, et notamment par la curiosité. Il faut, surtout dans le domaine de la sécurité, il faut être et spécialiste et généraliste. Il faut avoir une bonne idée de comment tout marche. Et ça, c'est encore un élément très, très intéressant pour notre domaine. Il faut des compétences réseau, il faut des compétences système fortes, pour résumer que ces 2 points-là. De plus en plus, des connaissances en développement sans forcément être développeur, parce qu'on travaille avec plus de développeurs pour automatiser. Beaucoup de choses marchent par API, donc on a besoin de comprendre ces concepts. Et puis, on fait travailler des développeurs avec des experts cybersécurité. Donc voilà, avoir des connaissances larges sur le fonctionnement global de l'informatique, et c'est ce qui permet derrière de venir conquérir des compétences fortes en cybersécurité. Mais il faut bien ces bases et il faut s'intéresser à tout. Alors Merci. justement, effectivement, je vois dans le chat qu'il y a une question sur la partie formation et on en parlait un petit peu à l'instant. Aujourd'hui, en tout cas, si je comprends bien, il faut en tout cas aller sur des formations pour avoir, on va dire, le socle de connaissances de base, c'est-à-dire que ce soit du développement, que ce soit du réseau, que ce soit de l'infra, que ce soit du cloud, peu importe, de maîtriser, on va dire, l'opérationnel pour ensuite aller sur des questions et des aspects sécurité. Et si je comprends bien, en tout cas par rapport à vos 2 parcours, c'est qu'il n'y a pas forcément eu de formation dédiée à la sécurité finalement. C'était plus un intérêt et une curiosité et puis après le fait d'apprendre les choses directement en entreprise. Si je résume un petit peu. Oui, tout à fait. Après, les époques changent. C'est-à-dire qu'à notre époque, enfin, il n'y a pas si longtemps, hein, mais c'est comme quoi l'informatique, en tout cas pour moi, c'est peut-être moi, l'école est encore plus proche que pour Ronan. Mais les choses en peu de temps ont évolué. Quand je faisais moi ma formation, j'ai toujours voulu aller vers de la cybersécurité. Enfin, arrivé au bac+4, fin de bac+4, j'avais vraiment envie de ça. Et il y avait très peu d'écoles qui le faisaient, ou alors pour y aller, il fallait être super bon en maths, il fallait être expert en algorithme avant d'y rentrer, il y avait des concours de fou, et j'avais aucune capacité d'y prétendre. Clairement, moi je suis pas bon en maths, et pour autant, c'est pas pour autant que j'arrive pas à pirater une entreprise. Il y avait très peu de formations où elles étaient assez élitistes, et elles étaient très ciblées. Aujourd'hui, on a pléthore d'écoles qui s'ouvrent. Alors, elles sont plus ou moins bonnes ou elles ont plus ou moins les bons formateurs, parce que c'est plutôt lié aux formateurs qui y sont qu'au contenu. Mais il y a plus de formations liées à la cybersécurité, et heureusement, parce que la cybersécurité est devenue très, très complexe.
de par les différents sujets, etc. On pourrait vous sortir une liste infinie ou presque de solutions ou de visions. Mais effectivement, ce qui va vous armer, c'est de comprendre les bases du réseau, de comprendre les bases d'un système d'exploitation, comment cela fonctionne, comment j'interagis dessus, etc., etc. Et c'est d'autant plus difficile pour les nouvelles générations de savoir comment un ordinateur fonctionne parce que l'Internet, en fait, utiliser un équipement informatique n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Et pour autant, le code qui est en dessous n'a jamais été aussi complexe. Et ce qui rend les choses compliquées, moi, quand j'utilisais un ordinateur au tout début, quand j'étais gamin, il fallait que je rentre une commande pour afficher une interface graphique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous bootez et tout fonctionne, ça se connecte à Internet et il n'y a plus cette partie de debug. Donc, passer par l'école pour se former, pour comprendre ces bases et arriver justement à avoir une idéologie du troubleshooting, donc de débugger, apprendre comment je débug une situation, est important avant d'aller en cybersécurité. On ne peut pas se dire je vais être expert demain juste parce que je connais les failles de sécurité. Non, il faut comprendre comment un système fonctionne, comment il communique avec d'autres choses et surtout quelle est la place de l'informatique dans l'entreprise pour laquelle on va travailler. Si on ne comprend pas les besoins humains ou les besoins métiers de la cyber, on ne pourra jamais faire du bon boulot. On peut toujours sortir le hashtag sécu-nazi, il faut tout bloquer, il faut tout sécuriser. Dans ce cas-là, on coupe Internet, on coupe les machines et on les allume plus, sauf que aujourd'hui, les entreprises sans ordinateur, ils ne fonctionnent pas très bien, quoi. Donc voilà, faut connaître les bases du métier informatique sur les équipements, comment ils communiquent, etc. Mais aussi réussir à avoir cette notion. Alors, il ne faut pas être expert commercial ou il ne faut pas être super expert humain ou je ne sais pas quoi, mais au moins avoir une notion de comment fonctionne une entreprise avant de pouvoir se dire, tiens, je vais faire de la cybersécurité et je vais le faire correctement. Très bien. Et alors justement, moi j'ai une question parce qu'on entend le mot cybersécurité. Finalement, la cybersécurité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Ronan, tu veux répondre à cette question? Alors, c'est assez vaste hein, comme domaine. C'est un petit peu marketé aussi comme terme. Hein. Grosso modo, il y a plusieurs notions, hein, mais la principale, enfin, il y en a deux. C'est sécuriser le fonctionnement de l'entreprise et l'autre, c'est sécuriser ses données. Je pense que si on a ces deux grands axes-là, pour rester très high level, voilà, on ne fait pas de la sécurité pour faire de la sécurité, on fait de la sécurité pour éviter que l'usine s'arrête parce qu'elle aurait été piratée, et on fait de la sécurité pour éviter que les données que l'on a et qui sont précieuses, son fichier client, ne serait-ce que c'est des données aussi simples que ça, ne soient publiques et utilisées éventuellement par une autre société ou revendues. Ou un ransomware, c'est-à-dire chiffrer ces données et ne plus pouvoir y accéder. C'est un petit peu embêtant de ne plus avoir accès à son fichier client. Donc je dirais que c'est voilà. Et derrière, on vient mettre tout plein de concepts et de technologies pour encadrer ces deux sujets. Protéger la donnée, protéger mon métier, c'est-à-dire ce qui fait qu'on est capable de travailler. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma définition à moi. Vas-y. À peu près ça, ouais. Voilà, il y a l'intégrité, la confidentialité et puis la disponibilité qui sont les acteurs vraiment clés dedans, dans la cybersécurité, quoi. C'est m'assurer que ma donnée n'est pas modifiée, m'assurer qu'elle reste à moi et que les personnes qui ont le droit d'en savoir en ont l'information et puis s'assurer que mon système d'information fonctionne H24 et à partir du moment où on en a besoin, quoi. Ah, mais au-delà du système d'information, hein, il y a aussi l'usine. Hein, de plus en plus, on évolue vers alors ça, c'est un des gros domaines de développement de la sécurité qui est à venir. Hein, mais une usine, avant, elle n'était pas très connectée à Internet ou au réseau, et de plus en plus, elle fait partie prenante. Et il faut bien comprendre qu'une usine, généralement, on la construit pour 20 ans. Alors même si le matériel à l'intérieur peut évoluer un petit peu, mais souvent, il a une durée de vie assez longue. Et comment garder ces composants qui ont une durée de vie très très longue sécurisés alors que leur code ne va pas évoluer. Il faut peut-être faire des châteaux forts autour, il faut peut-être très très bien regarder quels sont les flux qui arrivent vers ces composants. Est-ce que ces flux sont pas des attaques? Enfin, il y a plein de stratégies différentes, mais c'est vraiment un domaine très très large. Et du coup, par rapport aux différents métiers qui existent, parce que vous exercez chacun un métier différent, mais est-ce que, alors l'idée, c'est pas de lister tous les métiers, mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui voudrait justement aller dans ce domaine-là, avec, on va dire, une formation, je sais pas, de 1 an ou 2 ans, quels sont les différents métiers qu'il pourrait
accéder? Enfin, quels sont un peu qui seraient en lien avec le domaine de la cybersécurité? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme métier? Parce qu'on dit que la cybersécurité, c'est large, mais finalement, on y retrouve quoi comme métier? Alors, il y en a plein. Oui, je sais, mais... Souvent l'idéologie initiale, quand quelqu'un veut faire de la cybersécurité, il veut être le hacker. C'est souvent ce qui revient, en tout cas quand je fais des interventions pour les écoles, c'est je veux pirater. En fait, il y en a très très peu, et un très très faible pourcentage qui a la capacité de faire ce boulot-là. Parce que ça demande énormément de veille, de travail. Il faut être très très bon et avoir une vraie notion globale d'entreprise, de système, etc. Et en fait, il y a très peu qui ont ces capacités-là, et encore moins qui ont cette capacité d'analyse et de coding, etc. Et en plus, être capable de rédiger un rapport qui se tient à la route après, quoi. Donc, cette partie-là, en fait, ça, c'est excellent. C'est un super produit. Là, vous n'allez clairement pas vous, vous ennuyer, mais en fait, il y en a très peu qui peuvent faire le pen tester. Après, il y a toute la partie analyse. Aujourd'hui, il y a énormément de demandes au niveau de l'analyse. Donc, là, finalement, ça demande presque moins de compétences techniques, mais plutôt des capacités cognitives fortes, de compréhension et de mise bout à bout des informations. Et on en a de plus en plus de demandes avec tout ce qui est EDR, les SOC, etc., où on va avoir des profils de type analyste. On va avoir les métiers de la forensic et de la réponse à incident. Là, en règle générale, il y a quelque chose qui s'est passé, il faut remonter, comprendre et puis potentiellement venir remédier. Et on va avoir toute la partie intégration. Donc là, c'est installer des équipements de sécurité. Je pense que dans les équipes de Ronan, ils sont en plein dedans. Et de savoir les configurer correctement, de les rendre capacitaires et à les intégrer avec des équipements qui ne le sont pas normalement intégrables directement, etc., avec des enjeux assez importants. Donc, il y a trop de métiers pour pouvoir les lister, mais de règle générale, il y a la construction, il y a la partie construction, la partie attaque, il y a la partie défense, et il y a une partie qui est souvent ignorée par beaucoup. En fait, c'est la sécurité. Alors moi, ne prenez pas le terme péjoratif parce que c'est la sécurité papier. Alors je le dis comme ça pour être simple, mais en gros, c'est tout ce qui est les certifications, les ISO périmètres, de créer les procédures, de créer les politiques. Et en fait, il n'y a pas de sécurité, qu'importe la technique, si vous n'avez pas quelque chose qui arrive à driver correctement ou à piloter en fait toute cette vision-là, donc récupérer toutes les informations, les indicateurs, etc., pour en faire des rapports et des outils de décision. Et souvent, cette dernière partie des métiers, la partie en fait sécurité organisationnelle, entre guillemets, est souvent ignorée parce que c'est celle qui paraît le moins fun. Et pour autant, c'est une où les enjeux sont presque les plus compliqués et qui est très, très intéressante. Voilà. Alors, moi, j'ai une approche moins complète, je dirais par rapport à mon expérience, là où on a facilité à intégrer des jeunes, avec forcément une expérience limitée, sortie de l'école ou avec peu d'expérience dans la sécurité ou reclassement aussi. Je dirais que les deux périmètres là où on nous rejoint, c'est la partie analyse, comme tu as pu en parler, Brice. On sait prendre des personnes avec peu d'expérience côté analyste et les accompagner, parce que forcément, on met en place des coachs, etc. Puis le périmètre est grand, mais on va les spécialiser à un moment donné sur un périmètre technique, ce qui va permettre de les faire monter en compétence sur ce périmètre technique. Et puis après, on en rajoute un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Puis après, c'est des analystes comme les autres, aussi seniors que leurs collègues. L'autre élément aussi, c'est ce que moi j'ai fait, c'est la partie opérationnelle, que ce soit build ou run, c'est-à-dire monter des solutions de sécurité, les construire à zéro. Alors pareil, on commence par 1, 2, 3, et puis on empile, et puis on commence à avoir une vision de plus en plus globale, ou faire les opérations, c'est-à-dire que quand c'est en place et qu'il y a un incident qui se passe, il y a quelque chose qui se met à dysfonctionner, ou un impact client. C'est pareil, souvent c'est des métiers qu'on fait en équipe, donc c'est assez facile de venir, toi tu vas prendre tout ce qui va venir de telle technologie ou tel type de technologie, et je vais t'accompagner dessus, tu vas monter en compétence, puis après t'en prendras d'autres au fur et à mesure. Donc soit les opérations, soit la partie build, ça c'est vraiment une très très bonne école parce que ça permet de prendre les choses une par une, ça permet de les construire et de les comprendre finement, et puis de venir additionner ces compétences les unes aux autres, pour arriver après à avoir une vision globale. Et après, ça permet d'évoluer plus facilement vers les autres métiers.
parce qu'on a pris ces bases et des bases solides. Puis ça a aussi deux autres avantages, c'est que ça permet de gérer aussi la partie client. Faut toujours regarder à ça, on ne fait pas de la sécurité pour la sécurité, on fait de la sécurité pour nos clients. Et forcément, que ce soit côté opérationnel, build ou la partie analyste, on fait un métier pour quelqu'un. Et ça, c'est important de jamais le perdre de vue. Faut jamais croire qu'on fait de l'informatique pour de l'informatique. Il y a un but derrière, il y a un besoin derrière. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne s'ennuyait jamais dans les métiers de la cybersécurité. Est-ce que vous avez, généralement, c'est des journées type, des semaines type est-ce qu'il y a des choses ça change tout le temps ou est-ce qu'il y a des missions qui sont récurrentes tous les jours? Comment ça se passe sur vos missions? Disons que j'ai pas de journée type. Clairement, j'ai des activités que je fais au quotidien, la veille, m'assurer des différentes choses, récupérer, lire quelques alertes, aller en mode expert sur certaines alertes, etc., etc. Mais je sais le matin à quelle heure je vais me lever à peu près. À part quand on m'appelle un peu trop tôt parce qu'il y a eu un incident, mais sinon je sais à peu près à quelle heure je vais me lever, mais à partir du moment où j'allume l'ordinateur, je ne sais pas ce que je vais découvrir de ma journée. C'est peut-être différent pour Ronan. Moi, j'interviens sur énormément sur différents aspects. J'accompagne du client, j'interviens à la SSI Neosoft, etc., etc. Je parle avec des éditeurs pour lesquels on vend des produits. Donc, mes journées sont très, très variées. Il n'y a pas de quotidien. C'était un peu différent quand j'ai travaillé en tant que security manager ou au SOC au niveau de Orange parce que j'étais à un poste fixe. J'avais qu'une seule casquette à un moment T. Et clairement, ma journée était plus simple à gérer. Mon agenda aussi. Mais voilà. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de journée type, mais c'est aussi parce que j'ai choisi d'avoir autant de casquettes au quotidien et que c'est comme ça que je me plais. Moi, je me plais dans l'urgence, dans les etc. Mais on peut avoir des journées type. Ça reste assez rare, mais. De mon côté, il y a une journée type assez classique. Ne passer pas manager, c'est réunion du soir au matin. Et entre deux réunions, une gestion de crise. Mais c'est très intéressant aussi. C'est juste une partie différente du métier. Si je prends pour mes experts, donc dans les équipes ingénierie, la journée type, c'est ils vont répartir leur travail et ils le font en autonomie. Il n'est pas question. Chez nous, tout le monde est cadre, assimili-cadre, enfin on s'en fout. C'est à eux de gérer leur journée et on tombe d'accord sur les priorités. Donc, ils vont avoir plusieurs actions. Il y a du support L3, donc du support expert, parce qu'ils sont spécialisés par produits techniques, à leurs collègues L2, que ce soit opération ou build. Ils vont faire du support avant-vente. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on a besoin de plus de réactivité. C'est une vraie complexité. Donc, on vend des technologies clients sur lesquelles on vient mettre du service. Et en fait, les équipes sont sollicitées sur tout ce qui va sortir de ce qu'on sait faire habituellement. Donc là, c'est généralement assez intéressant. Par contre, ça demande des délais de réaction assez courts sur, tiens, le client a besoin de ça, on ne l'a jamais fait. Ah, ok. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je sais le faire techniquement? Est-ce que je sais le maqueter dans nos labs? Est-ce que je sais dire, pour le faire et le valider, documenter et former mes collègues, c'est plutôt 3 jours de boulot, c'est plutôt une journée ou c'est plutôt 50 jours? Donc vite être capable d'estimer ça et de manière assez fiable. Donc ça, c'est les deux parties non prédictibles de la journée. Et puis, les parties prédictibles vont être plus, voilà, il y a une nouvelle version de tel soft, de tel hardware sécurité, et je dois le valider pour pouvoir avoir après le plan de déploiement en opération. Par exemple, j'ai une vulnérabilité qui est tombée. Je dois voir si ça a un impact sur le parc client, sur ce qu'on a installé, sur les versions, sur les configurations qu'on a mis en place sur nos clients. Et puis, toujours une partie qu'on a chez nous qui est plus innovation. C'est, alors c'est à la fois de la veille techno, et puis en quoi le domaine dans lequel je suis, parce qu'ils forcément ils sont spécialisés par domaine, est en train d'évoluer et c'est quoi les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Je sais pas, on a des travaux sur le machine learning en ce moment. Comment faciliter la vie de nos analystes, par exemple, sur tout ce qui est cybersoc, pour qu'ils aient moins, enfin qu'on leur prémâche au maximum l'agrégation des données pour pouvoir venir analyser les choses. Quand un analyste doit aller passer du temps à aller chercher plein d'informations différentes, c'est du temps où il n'est pas en train d'analyser, il est en train d'aller chercher de l'information. Si on arrive à lui donner une vision rapidement la plus complète possible, il n'aura plus qu'à aller regarder des points de détail pour affiner son analyse.
et ça, forcément, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Qu'il ait du temps, c'est qu'il peut traiter plus d'incidents, plus de menaces, et donc c'est plus facile parce qu'on a toujours du mal à recruter. Voilà un peu pour vous donner une idée. Ok. Et est-ce que durant votre carrière, depuis que vous travaillez dans le domaine de la sécurité, il y a eu un moment, je ne sais pas, un événement, une petite anecdote, une petite histoire un peu, peut-être à la James Bond, où vous vous êtes retrouvé face à une situation comme ça, où vous dites avoir un peu l'impression d'être vraiment, je ne sais pas, si vous avez une anecdote à partager, enfin si vous pouvez la partager également, mais Alors, c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Hein, moi c'est un cas où c'est arrivé plusieurs fois, ça m'a toujours surpris. C'est des gens malveillants dans les sociétés. Il faut savoir qu'une partie de la sécurité, c'est aussi contrôler les gens qui sont en interne de la société, pas ceux qui sont en externe. Et des fois, des gens ont soit des malveillances, parce qu'ils sont pas pour X raisons. Hein, à la limite, je n'ai même pas forcément toutes les informations pour les analyser, mais qui se mettent à détruire de la donnée. Alors forcément, une erreur peut arriver, hein, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui ont des actions malveillantes, et là, forcément, il faut réussir à analyser très vite ce qui se passe pour réussir à contrôler ce qui se passe. Et plusieurs fois, j'ai eu à intervenir sur des gens en interne de sociétés qui avaient un comportement toxique, voire destructeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Donc, on n'intervient pas que sur des... C'est juste pour illustrer ça, on n'intervient pas que sur des personnes externes à l'entreprise qui viendraient chercher à causer des problèmes. Ça peut arriver que ce soit en interne. Bon, c'est pas déjà long, mais bon, faut bien voir ça. Les droits qu'on a sur les applications, c'est un gros enjeu. À deux niveaux, c'est que, si jamais vous faites pirater vos accès et vos droits métiers que vous avez dans l'entreprise, forcément, plus vous en avez, plus vous avez une capacité, si vous piratez ce compte, à faire des choses, à récupérer de l'information, etc. etc. Mais aussi, des fois, ça peut être des gens qui font des choses qu'elles ne sont pas autorisées à faire. Et ça arrive. Et on intervient de temps en temps aussi de notre côté pour ce genre de cas. Moi, j'ai un cas vraiment très particulier. Ça remonte un peu. Ça remonte à l'époque où j'étais chez Orange en tant que security manager. On est en 2017. Ça peut paraître, ça peut paraître loin, mais on a encore les mêmes déboires. C'est ce qui a changé un petit peu la façon dont la cybersécurité fonctionne. C'est WannaCry. Peu avant WannaCry, en fait, il y a des outils de la NSA, donc des US, hein, des équipes expertes des US avec des leaks, etc., qu'ils avaient malheureusement oublié de reporter à l'éditeur, comme quoi il y avait des vulnérabilités sur les choses, qui se font pirater et récupérer des outils, et qui est très rapidement mis au service de malware, et il y en a un qui est WannaCry. En fait, ça arrive en mai 2017, je crois, un truc comme ça. Moi, je commence à avoir, j'ai des petits bots qui regardent des mots-clés et des hashtags particuliers sur Twitter. Et j'en ai un qui commence à trigger pas mal. J'ai du malware, j'ai après le mot-clé ransomware, et puis j'ai le terme WannaCry, WannaCryptor, pas mal de petits noms qui commencent à monter, WannaCrypt, etc., etc. Et je commence à m'intéresser à ce bruit-là. Tiens, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Là, il me chope toutes les trends, tout ce que j'ai dans mes stats, c'est ce mot-clé qui éclate. Et ça vient des US particulièrement. Et puis, je commence à suivre pas mal d'analystes. Et puis, je commence à faire mes propres analyses, à récupérer mon petit bout, à l'analyser, etc. À noter sur un petit bout de papier, et puis après sur un mini rapport pour moi, en me disant, tiens, je vais peut-être écrire un article sur le sujet. Donc, je note, je commence à fouiller, etc. Je suis tout content. J'ai un max d'informations. Je récupère l'information comme quoi il y a un black hole. Donc, en gros, si on enregistrait un domaine et que le domaine existait, le WannaCry, la charge active du WannaCry s'arrêtait. Et donc là, je suis tout content, je fais ma petite veille, je prépare à faire mon article, et puis donc voilà, mercredi soir, ça commence à arriver. Jeudi, je m'intéresse réellement dessus. Vendredi soir, je dis, ça commence à sentir mauvais quand même, ce truc-là. Bon, j'espère que ça va bien passer. Je laisse un petit mot à mes collègues à Orange en disant, mes équipes que j'encadrais à ce moment-là, s'il y a des sujets, n'hésitez pas à m'appeler, même pendant le week-end. Normalement, je ne travaillais pas le week-end. Et le samedi soir, en pleine nuit, je me fais appeler par le client. Et ils sont en panique complet. Ils ont un de leurs techniciens qui se fait avoir chez un autre, pas chez eux directement, mais chez un autre client où il avait son PC qui traînait, qui s'est fait pirater. Et là, c'est la panique.
Et j'arrive sur le call de Orange et puis je commence à sortir en gros ce que j'avais préparé pour l'article. Et en fait, ça a été utilisé après par les différents security managers. À ce moment-là, on a commencé à partager cette information. Et en fait, mes notes que j'avais prises sur ma veille ont servi à plein de monde. Et ont pu servir après, moi, j'ai balancé cette information-là traduite en français à différentes entreprises, à des copains, etc. Et j'ai vraiment eu, tiens, finalement, mon petit bot et ma petite curiosité à ce moment-là et le fait d'avoir pris des notes a permis d'aider énormément de personnes. Et des fois, un petit truc, un petit rien, une petite curiosité, à partir du moment où on prend des notes, on a des notes structurées, ça peut servir et ça peut potentiellement, peut-être pas sauver le monde, parce que je ne l'ai pas fait, mais ça a bien aidé à avoir une posture défensive. Et c'est à un moment donné où je me suis dit, demain, qu'importe la veille, je prends des notes. On ne sait jamais, ça peut servir. Et voilà, c'est une de mes grosses expériences. Il y en a eu d'autres, mais elles sont un peu plus confidentielles. Et quand alors c'est une question souvent qu'on me pose, donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous la poser. Quand on travaille dans le domaine de la sécurité, est-ce que il y a des enjeux personnels dans le sens où si jamais il arrive quelque chose ou si jamais, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Corollaire, parfois on peut faire des petites boulettes, supprimer des choses, mais que ça soit pas forcément volontaire. Et c'est vrai que quand on parle sécurité, il y a un enjeu derrière. Est-ce que derrière, si jamais il y a un incident qui est lié, qui est un peu de notre faute, est-ce qu'on est responsable à titre individuel ou pas? Alors, ça dépend fortement du secteur dans lequel on travaille, hein, et des métiers aussi, hein. On a des périmètres où on peut être accrédité par l'État. Moi, il y a des clients chez nous que l'on gère, dont je ne connais pas le nom et dont je n'ai pas le droit de savoir ce qu'ils font. Et donc, quand on a ce type d'accréditation, si jamais on dévoilait des données des clients, de ce client, enfin la personne qui a cette accréditation, dévoilait des données de ce client, elle pourrait être poursuivie en pénal. Donc, ça peut arriver. C'est pas du tout le cas général. C'est vraiment une exception. Et bien sûr, les gens sont formés à ça. Donc, ils ont un droit à savoir, ils ont un droit à faire, etc., etc. Et donc là, oui, il y a des conséquences. Après, c'est complètement en fonction de la politique de l'entreprise, hein. Je dirais qu'en fait, généralement, on sait très bien quand c'est une mauvaise, enfin une erreur. On a tous les logs, hein, c'est facile de retracer les choses. Donc, on sait très très vite si la personne a fait une erreur, et ça arrive, ou si elle a eu un comportement malveillant. Et dans ce cas-là, sur une erreur, forcément, il peut y avoir des entreprises qui sanctionnent. Nous, on est plutôt dans une optique d'accompagnement et de faire confiance aux gens d'abord, et puis deux, en effet, comment on forme les gens pour que les erreurs soient à un niveau le plus bas possible. Et puis de toute façon, on est basé sur des systèmes qui sont redondés, qui sont sauvegardés à minima. À minima, ces deux options-là. Donc, toute erreur se corrige. L'impact majeur est plutôt côté client, quand ça crée une interruption de service. Et c'est souvent ça qui est le plus dur et le plus long à gérer, hein, parce que forcément, qui dit impact côté client, dit perte de confiance. Donc après, il faut reconstruire cette confiance. Et c'est là où sont les enjeux. Maintenant, ça arrive aussi qu'il y ait des erreurs qui soient parce qu'on n'a pas fait notre travail de formation des gens. Ou qu'au niveau encadrement, justement, on les a lâchés dans la nature un petit peu tôt. Donc peut-être que notre coaching n'a pas été bon ou que notre formation n'a pas été bonne. Mais très honnêtement, c'est quelque chose qui est très, très, très rare. Moi, je crois que l'année dernière, c'est arrivé une fois. Et c'est toujours des erreurs qui sont très bêtes, hein. Vous travaillez sur deux systèmes en même temps, par exemple un lab et la production, et puis vous vérifiez en lab ce que vous êtes en train de faire avec la production, et puis ce que vous aviez prévu de mettre sur le lab, vous le faites en production. Et pas de bol, c'est justement à ce moment-là que c'était pas le bon moment. Et ça arrive pas régulièrement, mais ça arrive. Où on travaille sur la machine A qui est cassée et on a le cluster, le deuxième membre, la redondance qui est sur le B, et on fait l'action, on redémarre le serveur qui marche. Bon, ça, c'est des grands classiques, hein. Ça arrivera encore dans 20 ans, j'en suis sûr, malheureusement. Mais là, il n'y a pas de malveillance, hein. C'est des erreurs, ça arrive. Et encore une fois, il y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur. Ça. Tout à fait. Et puis, il faut en apprendre ses erreurs. Moi, j'en ai fait un paquet. Le nombre de systèmes que j'ai plantés. Alors,
principalement, les systèmes étaient en lab, heureusement. Je fais beaucoup de labs et je fais beaucoup d'erreurs, ou je provoque des erreurs dans les labs pour avancer. Mais effectivement, ces erreurs-là sont inhérentes. On arrive toujours à un moment donné, on a beau être le meilleur expert, on peut toujours faire une connerie. Un des trucs que disait Ronan et qui est important, c'est clairement c'est cette partie confidentialité. C'est-à-dire qu'à la majorité des cas, quand on travaille sur un client, on fait un NDA, une clause de confidentialité. Et cette clause de confidentialité, malheureusement, vous la portez à titre personnel. Et donc, si vous faites l'erreur de divulguer des informations, on peut vous attaquer directement. Dans la majorité des cas, puisque vous faites partie d'une équipe et d'une entreprise, vous avez aussi un manager, et c'est à eux de gérer quand il y a eu un problème, de ne pas vous prendre la vague. C'est le service au global qui se prend la vague et pas vous individuellement. Donc voilà, si ce n'est cette partie confidentialité où là, il y a que vous. Hein. Enfin, si vous faites une connerie ou si vous dévoilez les données, ou vous exfiltrez toutes les données d'un client sur GitHub, sur un truc public, là, effectivement, pénalement, vous allez avoir un souci. Là. Mais c'est très, très rare. Et en règle générale, cette partie confidentialité, c'est que vous avez fait exprès d'eux. Ce n'est pas une erreur. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Et puis, avant de poser ma dernière question, Thibaut, est-ce que toi, de ton côté, tu as des questions? Tout à fait, j'en ai une qui revient assez souvent, donc je vais la généraliser plus que la cibler. Alors, la question en elle-même, c'est y a-t-il besoin d'avoir un très bon niveau en anglais pour réussir son projet de reconversion? Je la généralise vraiment beaucoup plus pour un projet informatique en général, venant de reconversion ou alors de formation classique, puisqu'on sait que ce genre de matière peut créer, on va dire, des effets un peu disparates, on va dire, entre les étudiants. Voilà, quelle est l'importance d'un bon niveau d'anglais en informatique, concrètement? Alors, l'informatique, clairement, en fait, le niveau d'anglais, il est nécessaire. Plus on va dans un niveau d'informatique expert, plus le niveau d'anglais a besoin d'être là parce que ça va vite et les éditeurs sont internationaux. Du coup, souvent, la documentation initiale est en anglais et avant qu'il y ait une documentation française, si jamais il y en a une, ça met du temps. Donc, il vaut mieux avoir un niveau au moins de capacité de lecture et de compréhension. Mais au-delà de ça, je pense ça dépend des équipes, ça dépend des services. L'oral est plus ou moins important. Ça dépend si on a besoin de communiquer avec des internationaux ou si on a envie de communiquer avec des experts. Je pense que ne pas faire de l'anglais ou ne pas avoir un niveau d'anglais, en fait, ça vous enlève toute une grosse partie bien fun de l'informatique et d'aller loin, de bidouiller sur Linux, d'échanger, de découvrir des gens extraordinaires. Si vous restez qu'avec des Français, je ne dis pas que les Français sont nuls, mais les gens qui parlent français dans le monde, en fait, ça représente qu'une petite partie. À partir du moment où on est ingénieur ou même avant, dès qu'on fait de l'informatique, on a Discord, même pour aller jouer en ligne, si vous aimez bien les jeux vidéo, discuter en ligne et d'intervenir dans un groupe en ligne qui parle des langues différentes, etc. C'est une ouverture au monde, c'est une ouverture à la culture et à l'informatique. Donc ça aidera fortement. Quelqu'un qui a un bon niveau d'anglais ira sûrement plus loin que quelqu'un qui ne veut pas y aller. Maintenant, ça peut faire peur. Clairement, moi, j'étais une bille en anglais. Hein. J'étais vraiment nul. Aujourd'hui, j'ai aucun problème de parler en anglais. Alors, j'ai eu effectivement une expérience en Angleterre en tant que chef cuistot, mais clairement, c'est le jeu vidéo, c'est les différentes expositions, c'est l'envie d'aller partager et d'échanger avec des gens sur des sujets cyber ou informatiques qui font qu'aujourd'hui, j'ai un bon niveau d'anglais, quoi. C'est la curiosité qui a emporté sur ma peur de parler anglais, quoi. Alors, de mon côté, je dirais qu'il y a plusieurs objectifs. Hein. Il y en a un, comme l'a dit Brice, hein, tout est écrit en anglais. Sur toutes les technologies. Donc, lire l'anglais technique, hein, on parle d'anglais technique, ça se lit. Alors forcément, plus on est loin de l'informatique, plus il y a du jargon dans ça, mais quand on y travaille, il y a toute une partie des mots qu'on n'a même pas l'impression qu'ils sont en anglais côté informatique, parce qu'à la limite, je ne sais même pas comment ils sont en français. Ils existent hein, probablement. Hein. Donc il y a une partie qui vient naturellement sur la lecture, parce qu'on est obligé de dire de la documentation en anglais, et ça vient
si on s'intéresse, ça vient assez facilement. Après, si on n'est pas à l'aise à parler anglais et ou qu'on ne veut pas, il faut choisir l'entreprise dans laquelle on travaille. Toutes les entreprises qui vont travailler sur le marché français, il y aura forcément peu d'interaction déjà client avec, en anglais. Il pourrait y avoir un petit peu d'interaction en anglais avec les fournisseurs, mais ça sera forcément bien moindre. Heureusement chez Orange, parce que moi, c'est une des choses qui m'intéresse, on est plutôt sur un marché de clients français et internationaux. Donc mes équipes travaillent avec des collègues au Caire, en Inde, à Maurice, plus là où se trouvent les clients. Et c'est plutôt quelque chose qui les motive de se dire, tiens, le matin, j'étais avec sur un dossier qui était au Japon, et puis l'après-midi sur un dossier aux États-Unis. C'est plutôt quelque chose qui fait voyager dans la tête. Dans les faits, c'est la même chose, hein, c'est le même informatique, mais c'est plutôt quelque chose qui les motive parce que voilà, les contextes sont différents. Et puis aussi, quand on est sur le monde international, les dossiers ont tendance à être un petit peu plus gros. Forcément, on s'adresse à des sociétés qui sont plus grosses, donc forcément, les budgets sont plus importants, l'association de différentes technologies les unes avec les autres est souvent un petit peu plus importante. Donc voilà, c'est des choses intéressantes. Mais ça vient au fur et à mesure, hein. Moi, je connais plein de gens qui étaient pas bonnes en anglais, où on a dit où ça va être juste. Il y a des formations, notamment une formation dans laquelle je ne croyais pas du tout, mais qui donne des excellents résultats. C'est tout ce qui est formation par téléphone, ce qui fait que c'est assez souple à faire. Et moi, j'ai plein d'exemples de collègues qui étaient pas doués, qui avaient des difficultés à se lancer en anglais à l'oral et qui ont fait des progrès colossaux en anglais. Et puis, il faut savoir que voilà, l'anglais, on le pratique beaucoup au téléphone, donc c'est pas une mauvaise idée. Puis, ça permet de faire voilà, 1 heure par semaine, 1 heure toutes les 2 semaines, enfin voilà, d'avoir un parcours d'accompagnement pour trouver une aisance. Puis, à partir du moment où on déclenche, on monte les marches de l'anglais, ça finit par venir tout seul. Mais voilà, travailler l'anglais, c'est pas un indispensable, mais c'est quand même quelque chose qui vous facilitera la vie. Alors, il y a une des solutions très simples, hein, c'est de regarder une série, de la mettre en anglais, mettre des sous-titres en français au début, puis de passer après aux sous-titres en anglais. Vous regardez quelques épisodes avec des sous-titres en français, vous allez vous adapter à l'accent, et puis après, vous allez pouvoir lire de l'anglais, même si c'est pas si simple, ou vous n'allez pas tout comprendre, ça va venir. C'est ceux qui sont très froids avec l'anglais parce que ils ont tout ce qui est verbe, etc. Les verbes irréguliers vous ont traumatisé. On n'en fait pas, ou en fait, on fait pas trop attention à leur usage après en informatique. C'est beaucoup plus simple de s'y mettre quand on a une passion ou quand on a quelque chose qui nous donne envie d'apprendre l'anglais. Et c'est pas parce que l'apprentissage de l'anglais à l'école ou au lycée vous a traumatisé que c'est le cas quand vous y mettez autour de l'informatique. Ne reniez pas cette partie-là. Tout le monde est capable d'apprendre une nouvelle langue, d'accord? Aujourd'hui, moi, je m'essaye sur différentes langues et voilà, ça vient. Il faut juste avoir envie ou un objectif et ça passe. Et les gens sont très tolérants, hein. Moi, je suis sur plein de ponts avec plein de gens qui ont des niveaux d'anglais très, très variés et d'où je suis loin d'avoir le meilleur. Les gens sont très tolérants. Il faut voir les choses simplement en anglais, surtout quand on n'est pas forcément bon ou à l'aise. Présent, passé, futur. Le reste, c'est juste pour faire... C'est mieux, mais c'est pour faire joli. Du moment qu'on se fait comprendre, voilà, on échange. Plus on se fait comprendre, plus on échange et plus on s'améliore. Il faut juste se lancer. Les gens sont très tolérants. Merci beaucoup. Et juste une dernière question du coup pour Magali. Cette fois-ci, y aura-t-il un replay disponible? Alors oui, il y aura un replay disponible qui sera géré par le Printemps du numérique. Donc ça sera sur le site et c'est pour ça qu'on enregistre ce webinaire. En tout cas, merci à vous deux pour vos témoignages. Alors juste avant de vous quitter, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes justement qui sont présentes et qui aimeraient s'orienter vers les métiers de la cybersécurité? Un petit conseil rapide? Alors moi, le conseil rapide, vous avez une vieille machine qui sert à rien et qui est un peu vétuste dans votre coin là, installez un Linux dessus ou un autre système d'exploitation et commencez à bidouiller, quoi. Commencez à apprendre, commencez à voir si vous êtes capable de débugger, faites exprès de faire péter les choses et de les réparer après. Et c'est un des meilleurs moyens d'apprendre et de voir si on est fait pour ça. Je suis assez proche. Alors, soyez curieux, intéressez-vous à tout
Et l'autre élément, c'est en effet, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'apprendre et de tester. Il y a plein de labs disponibles en ligne sur plein de cursus différents. Donc on peut tester, on peut jouer avec, on peut en effet casser. Et je dirais que c'est une manière d'aborder qui est moins théorique et qui permet vraiment de s'auto-former assez facilement. Donc lâchez-vous, il y a plein de choses en ligne. Il y a plein d'environnements cloud qu'on peut tester gratuitement. Essayez, intéressez-vous à tout. Merci en tout cas à vous deux. Alors, on va vous mettre sur le chat un lien pour pouvoir compléter un questionnaire qui est une enquête de satisfaction qui est pour le printemps du numérique, pour savoir un petit peu voilà, qu'est-ce qui a été positif, négatif, toujours dans cette idée d'amélioration continue. Merci Brice, merci Ronan pour votre participation, merci Thibaut pour m'avoir accompagné sur ce webinaire. Je vous souhaite en tout cas un bon printemps du numérique. N'hésitez pas à vous inscrire sur les ateliers restants encore sur toute la semaine. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Excellente fin de journée, merci à vous deux, merci à tout le monde, au revoir.